Qu'est-ce qui s'est passé avec la bataille de Gaulle? Comment le double giga méga blockbuster de Pathé a pu autant foirer sa sortie? Il faut qu'on revienne sur ce problème de stratégie parce qu'il est forcément lié à ce que sont les films en eux-mêmes, comme on va le voir dans cette critique où je vais rassembler les deux parties. Pour être clair tout de suite, je n'aime pas beaucoup la bataille de Gaulle. Je trouve pas ça horrible, mais les deux parties du diptyque veulent raconter tellement de choses qu'elles finissent par ne plus raconter grand chose. Et ça reflète peut-être le chaos qu'a été la sortie de ce projet qui compte beaucoup pour son distributeur Pathé. Avant de parler des films en eux-mêmes, il me semble essentiel qu'on comprenne l'enjeu qui les entoure. La bataille de Gaulle s'inscrit dans la volonté de Pathé de réinvestir le blockbuster français. On peut y voir une tentative de soft power, ou l'envie de raviver le cinéma hexagonal post-Covid par un retour à du cinéma populaire et coûteux. Et comme un Astérix tous les 4-5 ans ne suffit pas, il y a désormais ce que je vais appeler le blockbuster labellisé fierté chauvine, qui se base soit sur des classiques de notre littérature, comme Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, ou sur ces figures historiques importantes, comme cette bataille de Gaulle. Donc sur le papier, le projet a du sens. Et de notre côté, on l'attendait avec une certaine curiosité pour son réalisateur Antonin Baudry. On lui doit la sacrée réussite qu'avait été Le Chant du Loup, autant sur le plan du suspense que de l'approche géopolitique. Et ça s'expliquait sans doute par son parcours assez unique. Baudry, c'est un ancien diplomate, qui a notamment été chargé des discours de Dominique de Villepin au ministère des Affaires étrangères. Ensuite, il est devenu auteur de bande dessinée, puisqu'il a tiré de son expérience en politique la BD Quai d'Orsay, que Bertrand Tavernier avait d'ailleurs adapté au cinéma. Le succès du Chant du Loup a permis à Baudry d'avoir la confiance totale du PDG de Pathé, Jérôme Sédou. Et ensemble, ils se sont lancés dans cette aventure insensée, officiellement budgétée à 75 millions d'euros pour les deux films, avec plus de 6000 figurants et 150 jours de tournage. Le problème, c'est que Baudry n'avait peut-être pas assez d'expérience pour être le capitaine d'un tel navire. Le tournage très compliqué de la bataille de Gaulle est un secret de polichinelle depuis un moment. Les films étaient à la base prévus pour 2025, mais le retard accumulé, couplé au départ mécontent de nombreux chefs de poste, a poussé à repenser ce plan de sortie. Le journal Le Point a même fait une enquête sur le sujet et estime que ces problèmes auraient amené de sacrés dépassements de budget. On parlerait plutôt d'une facture s'élevant entre 85 et 100 millions d'euros. À titre de comparaison, les deux volets des Trois Mousquetaires avaient coûté ensemble 72 millions d'euros et Le Comte de Monte Cristo était monté à 43 millions d'euros. Forcément, l'enjeu commercial d'une telle machine est massif. Et c'est là que le bas blesse. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais la bataille de Gaulle est d'ores et déjà un bide, alors même que la deuxième partie sort seulement au moment où je fais cette vidéo. Mais c'est justement le souci, puisque Pathé a choisi la stratégie très discutable de sortir les deux films à seulement un mois d'écart, ce que personne fait d'habitude, parce que ça laisse peu de temps aux spectateurs pour rattraper la première partie avant la sortie de la deuxième. Perso, je mets ça sur le compte de la densité narrative du projet, qui se prive d'ailleurs d'un récap au début du 2. C'est sûr que si tu débarques 8 mois plus tard, ça peut être dur de raccrocher les wagons comme l'avaient fait les Trois Mousquetaires. Le comparatif avec l'adaptation d'Alexandre Dumas est d'ailleurs inévitable. Et les chiffres sont assez clairs. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, c'est 3,3 millions d'entrées, dont 1 million rien que sur sa première semaine. La seconde partie, Milady, a plafonné à 2,5 millions d'entrées, soit 800 000 spectateurs de moins. Ce genre de perte semble logique, parce que vous aurez forcément les déçus ou les gens pas trop pressés après la première partie qui ne vont pas revenir pour la suite. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit le 23 juin, la bataille de Gaulle partie 1, L'Âge de Fer, totalise un peu plus de 800 000 entrées en quasiment 3 semaines. C'est peu, surtout quand on sait que Milady avait totalisé 710 000 entrées en l'espace d'une seule semaine, et avait quand même été perçu comme une petite déception commerciale à l'époque. Surtout que depuis, le jalon, c'est les 9,4 millions d'entrées totales de Monte Cristo. Bon là, sans suspense, impossible que les deux parties de la bataille de Gaulle fassent ces chiffres-là. Et dans la panique, Pathé a encore rapetissé l'écart de sortie entre L'Âge de Fer et sa suite J'écris ton nom. Le premier est sorti le 3 juin, et le 2 devait arriver le 3 juillet. Mais le distributeur sort finalement J'écris ton nom ce 26 juin. Après un changement de date opéré en catastrophe pour espérer profiter de la fête du cinéma. Alors, deux petites choses. Oui, le bid du diptyque est à nuancer, surtout qu'on n'a pas encore les chiffres définitifs. Il faut reconnaître que sur sa 3e semaine, L'Âge de Fer se maintient pas trop mal, même s'il part de loin, et Pathé a de toute façon la force de frappe de ses propres salles de cinéma pour mettre en valeur les films tout l'été. J'ai d'ailleurs appris via des camarades exploitants que Pathé impose des conditions assez strictes.
Si un cinéma prend la bataille de Gaulle, il faut évidemment prendre le 2, bon ça c'est assez logique, mais surtout garder un nombre minimum de séances du 1 pendant l'exploitation de sa suite, pour permettre aux retardataires d'enchaîner les deux films. Deuxièmement, oui, le diptyque pourra toujours se rattraper avec ses canaux de diffusion suivants, notamment ses passages à la télévision, mais quand vous êtes une telle machine de guerre, aussi chère, une grosse partie de votre rentabilité se joue en salle. Et de ce point de vue-là, la bataille de Gaulle ne répond pas aux attentes de son distributeur. Son coût exorbitant plombe encore plus son score décevant. Et même si chaque partie arrivait à atteindre les 2 millions d'entrées, ce qui est vraiment pas gagné, ce sera clairement insuffisant. Et pour moi, ça pose une question. À qui s'adresse ce film? Parce que bon, de manière relativement caricaturale, la bataille de Gaulle vise plutôt un public de 40-50naires, et il n'y a pas de problème avec ça, mais les stats confirment chaque année que ce cœur de cible se déplace moins régulièrement en salle que la tranche large, disons, des 15-30 ans. C'est sur lui que devait compter la bataille de Gaulle pour pérenniser son succès. Et c'est peut-être moins facile qu'avec Les Trois Mousquetaires et surtout Monte Cristo, qui s'était à la fois reposé sur la présence assez importante de Pierre Niney sur les réseaux sociaux et sur un discours qui raccordait Alexandre Dumas et son héritage à des personnages plus modernes comme Batman par exemple. Et je pense qu'il y a de quoi attirer une certaine jeunesse sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que par ses connexions avec notre présent. Mais à la place, la promo de De Gaulle a bien senti la naphtaline, notamment quand Pathé s'est mis à sortir des edits TikTok du film sur son compte. Promis, on n'a rien remonté. Bon là, je suis un peu taquin, mais je pense que cette promo pas claire, alors peu aidée par ces affiches atroces qui n'évoquent absolument rien, ça reflète un diptyque qui ne sait pas sur quel pied danser. D'un côté, Pathé cherche la grande fresque historique et épique avec la promesse d'un grand spectacle patrimonial, et de l'autre, il y a Antonin Baudry, qui semble bien plus intéressé par la figure de Charles de Gaulle, avec l'envie d'éviter le traitement hagiographique. Même s'il se concentre sur la période de la Seconde Guerre mondiale, la ténacité morale et politique de Gaulle a aussi eu un impact conséquent sur ce qu'est devenu la Ve République, tout particulièrement dans le pouvoir énorme donné à l'exécutif, qui nous pose plein de problèmes encore aujourd'hui. Pour le coup, s'il y a bien un truc que j'aime dans la bataille de Gaulle, surtout dans la première partie, c'est cette tendance à la désacralisation du personnage. Simon Abkarian s'avère être un choix magnifique pour incarner la prestance de cet homme un peu fou, voire ridicule, que la caméra approche à la manière d'un croquis qui gagne en précision au fil des scènes. Et venant d'un ancien auteur de BD, c'est pas inintéressant. Le général y est d'abord perçu comme ce corps d'asperge rigide qui peine à trouver sa place dans ces bureaux londoniens interchangeables, où le futur de la guerre s'écrit, même après l'appel solennel du 18 juin où il a prononcé ces fameux mots. La France a besoin d'une presse libre et indépendante. Il est important de s'abonner à des médias comme Écran Large contre quelques euros par mois ou contre vos tickets de rationnement parce que l'information est une nourriture de l'esprit. Et pour plus d'opinion cinéma, suivez mon compte Instagram, Régé le Général. Bisous la commu. Malgré son surplus de manières et la rythmique contrôlée de ses prises de parole que je viens de piètrement parodier ici, l'icône n'est pas encore là au début de l'âge de fer. Non sans humour, Baudry n'hésite pas à mettre en scène la conscience d'un panache de plus en plus manufacturé, signe à venir d'un culte de la personnalité qui arrange bien le visage de la France libre. Et en même temps, il faut bien cette folie des grandeurs pour s'imposer face à Churchill et Roosevelt. Loin d'un roman national béat sur l'unité des Alliés, la bataille de Gaulle est avant tout un récit de bureau, où l'intransigeance et la désobéissance sont les seuls moyens d'éviter une domination américaine. Mais c'est aussi là que les films font face à un équilibre impossible. On rit gentiment de l'emphase de Gaulle, mais il reste l'incarnation de la France libre. Une France qui doit en grande partie sa victoire à son empire colonial, qui sera à peine mis en perspective par une poignée de cavaliers à dos de chameau façon Laurence d'Arabie du Pauvre et quelques rares gros plans sur des tirailleurs sénégalais. Et une micro-séquence sur le racisme institutionnel dans l'armée, mais ça va très vite. Je ne demandais pas un traité anticolonial, mais jamais les films n'ont le temps de faire respirer leur montage et de s'attarder sur des détails au-delà du rythme frénétique d'une intrigue qui veut caler un maximum d'événements. La bataille de Gaulle tombe dans l'éternel piège du film Wikipédia, dont le principal intérêt est de permettre aux Parisiens de réviser leur station de métro. Franklin D. Roosevelt, lignes 1 et 9. Bien sûr, je comprends ce que veut faire Antonin Baudry. Contraster la stature de Gaulle avec les autres figures qui ont été essentielles à la victoire des Alliés, voire qui ont redonné du crédit à De Gaulle au moment où on allait le jeter comme un vieux mouchoir. C'est d'ailleurs encapsulé dans les
2 seules batailles qu'on verra vraiment dans le diptyque. Celle de Bir Hakeim à la fin de l'âge de fer, et celle de la ligne de Mareth au début de J'écris ton nom. Bir Hakeim, ligne 6. Et il y a en leur cœur tout ce qui cloche dans le diptyque. Tout y est très décousu alors que leurs enjeux d'espace et de temporalité sont primordiaux, surtout à Bir Hakeim où on parle d'une tenue des troupes françaises pendant 15 jours. Sauf que jamais on ne ressent le temps long et les sous-effectifs français, parce que tout est noyé dans des suites de montage de clips, signe évident d'une post-production compliquée. En fait, je ressens pas le temps long, mais je ressens pas grand-chose en général. La faute à des personnages secondaires réduits à être des pancartes, seulement identifiés par les acteurs connus qui les jouent. Koenig, Pleven, Darlan ou Giraud sont des autocollants Panini collectionnés par les films, voire même traités avec la nonchalance d'un caméo chez Marvel. La première apparition de Jean Moulin relève de ce côté-là d'un mauvais goût absolu. Alors oui, Leclerc, incarné par Neil Schneider, est un peu mieux servi que les autres, et globalement, il aide à charpenter une seconde partie un peu plus digeste dans sa progression. Mais à force de ne faire aucun choix clair de point de vue, tout est réduit à sa plus simple valeur informationnelle, qu'on parle de la mort de Jean Moulin ou du débarquement. Pour une fresque sur la stratégie militaire, il est quand même fou qu'Antonin Baudry n'ait, pour le coup, aucune stratégie de mise en scène. Parce qu'en refusant un hors-champ des plus élémentaires, les films diluent à la fois leur force de proposition thématique et leur budget de blockbuster, dont les limites se font vite sentir. La libération de Paris sera quand même majoritairement perçue depuis 3 fenêtres de la Monnaie de Paris, avec quelques résistants et une escarmouche nulle, portée par la pauvre Anna Maria Bartolomei, qui navigue dans le récit comme l'un des seuls liants émotionnels des films. Pourtant, vers le milieu de mon visionnage de J'écris ton nom, je me suis dit que c'était globalement un meilleur film, notamment parce qu'il est moins contraint par la laborieuse mise en place de ces Avengers de la France libre, sauf que il perd aussi ce qui faisait la qualité de l'âge de fer, à savoir son regard complexe sur le général de Gaulle, qui se retrouve réduit à l'observation pas bien passionnante de sa guéguerre avec Henri Giraud, le pantin que les Américains veulent au pouvoir. Et maintenant que j'ai le tableau complet, je m'explique pas que ce projet soit parti en tournage en pensant qu'il pourrait traiter toute sa matière. Bien sûr que le montage a dû être impossible à gérer. Pourquoi évoquer la famille de Gaulle si on ne lui donne qu'une scène? Pourquoi représenter l'engagement de ces femmes médecins qui ont rejoint la division Leclerc si on ne les montre jamais sur le champ de bataille? Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Je suis pas spécialiste historique, mais apparemment les films font de toute façon débat dans certains de leurs choix, alors pourquoi viser une exhaustivité de façade? Plus j'y pense, plus je me rends compte que l'échec de la bataille de Gaulle diffère pas tant de celui de Michael. Le cinéma, c'est un art du temps. Donc c'est justement essentiel de dégrossir une biographie. Sinon, faut pas faire un film, mais une frise chronologique. Le biopic a souvent eu ce vilain défaut, mais ces exemples récents exacerbent ce syndrome de la disjointure, comme s'il manquait les bases de la grammaire de cinéma, dans le rapport entre les plans et entre les scènes. L'histoire avec un grand H est évidemment chaotique, et je ne doute pas qu'Antonin Baudry voulait rendre à cette période trouble ses va-et-vient décisionnels, ses tirs dans les pattes et autres coulisses peu ragoûtantes, mais il y avait justement un truc à raconter sur cette tentative, largement portée par De Gaulle d'ailleurs, d'organiser l'histoire. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. Résultat, il manque à l'ensemble ces moments de bravoure qu'on était en droit d'attendre d'un tel spectacle, mais sans réussir à donner plus de temps à l'analyse critique qu'il voudrait avoir du général. Et à l'heure où toute la droite française, y compris à l'extrême, se revendique de manière absurde du gaullisme, le réalisateur aurait mérité à être plus clair dans sa propre vision du gaullisme. Il fallait, à la bataille de Gaulle, l'humilité d'un point de vue plus resserré, mais affirmé, comme l'a par exemple très bien fait Joe Wright pour raconter une partie de cette même histoire, avec Les Heures sombres, faux biopic sur Winston Churchill, qui emploie des procédés formels somptueux pour encadrer son regard sur la rédemption d'une figure politique qui doit avant tout convaincre les siens. C'est tout de suite plus cohérent artistiquement qu'une bromance forcée par un montage TikTok. Merci de m'avoir suivi dans ce tunnel proportionnellement aussi long que le diptyque de Gaulle, mais il y avait plein de choses à dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et partager. Et puisque le cinéma français populaire a décidé de nous gâter cette année, je vous renvoie à la vidéo de Mathieu sur l'arnaque du dernier Marsupilami. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Écran Large. Ciao!